L'art africain, c'est l'ADN, c'est le début, c'est la continuité. C'est quelque chose qui s'allie à l'histoire du monde. On a découvert des choses par rapport aux différents artistes contemporains et anciens dont on nous parle, qu'on étudie à l'école, qui beaucoup s'étaient inspirés de l'art africain. Et nous-mêmes, on n'en a pas pris l'ampleur jusqu'à j'ai envie de parler en anglais, until now, jusqu'à maintenant en fait. Et il y a de gros enjeux parce que qu'est-ce que l'art nous dit? L'art nous dit de raconter nos histoires. Et je pense que déjà nos histoires africaines, on n'a pas encore dépoussiéré, on n'a même pas encore commencé à raconter nos histoires. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Je vous emmène avec moi à la rencontre de créateurs basés sur le continent africain. Je vous invite à voyager à Abidjan, Dakar ou Bamako pour découvrir les parcours de professionnels talentueux, responsables et ambitieux. Au fil des interviews, je me rends compte que chaque entrepreneur veut contribuer au rayonnement de la créativité africaine sur le continent et au-delà. Ce podcast est un moyen de sortir des clichés du boubou et du wax pour présenter un éventail de tissus, de savoir-faire et de créativité trop souvent sous-représentés. Je suis Ramata Diallo, je suis professeure de marketing dans des écoles de mode parisiennes et je suis également consultante spécialisée dans l'accompagnement de porteurs de projets qui veulent lancer leur marque de mode. En 2017, j'ai assisté à ma première Fashion Week en Afrique et depuis, je voyage régulièrement sur le continent pour aller à la rencontre de ceux qui font la mode en Afrique. Le podcast est le moyen que j'ai trouvé pour partager au plus grand nombre une autre vision de la mode africaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fred Ebami. Fred est un artiste contemporain reconnu dont les œuvres ont été exposées à travers le monde entier. Sa créativité s'exprime à travers le pop art digital. Il navigue librement entre l'univers institutionnel des médias et Instagram. Fred va nous parler de son parcours et de sa vision de la représentation de l'art africain dans le monde. Bienvenue Fred, je suis ravie de te retrouver pour enregistrer cet épisode. Comment vas-tu ? Bonjour Amata, je vais bien, bien et toi? Ça va super. Écoute, je suis vraiment contente de se trouver. Donc nous, on a déjà eu l'occasion d'échanger ensemble assez longuement. J'avais écrit un article sur l'art contemporain africain et j'avais pu te mentionner et assez longuement en fait partager à l'écrit ton parcours. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir enregistrer également un épisode de podcast avec toi parce que moi j'avais adoré en fait notre échange téléphonique. Donc c'est pour ça que je t'ai proposé cette interview aujourd'hui. Ce que j'aimerais que tu puisses déjà dans un premier temps partager avec l'audience d'Africa Fashion Tour, c'est que tu te présentes en fait. Alors bonjour, je m'appelle Fred Ebami, artiste pop art et digital franco-camerounais. Et on dit de moi que je suis l'un des seuls artistes pop art dans le digital répertorié dans le monde. Ok, écoute, c'est une introduction qui commence bien. Donc, quand tu parles d'artiste digital pop art, est-ce que tu peux nous donner des définitions en fait de ces éléments-là? Ça veut dire quoi? Alors, le pop art déjà, c'est l'art populaire. En short, c'est un mouvement qui a commencé dans les années 50 en Angleterre et qui a migré. Alors je mets migré entre parenthèses vers les États-Unis dans les années 60 et on connaît les figures de proue, certaines figures de proue comme Roy Lichtenstein, Basquiat et Andy Warhol pour citer que cela parce que c'est les plus connus par le commun des mortels et digital qui passe par l'ordinateur et du coup je fais partie de ceux qui ont récupéré les codes du pop art dans le monde contemporain et qui travaillent leurs œuvres à partir de l'ordinateur, en sachant qu'il y a beaucoup d'artistes qui font de la peinture et c'est pour ça que je
tiens à bien préciser que c'est plutôt dans le digital que moi j'évolue, parce que dire que je suis l'un des seuls artistes pop art tout simplement répertoriés dans le monde d'origine africaine, ce serait rentrer dans une grosse discussion parce qu'il y a d'autres artistes pop art justement et qui évoluent eux dans la peinture ou dans le collage ou d'autres dans l'animation. Donc voilà. Très bien, je te remercie pour ces explications, c'est super pédagogique. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer toi comment tu as commencé en fait ce côté digital, cet intérêt pour le fait de créer de l'art en utilisant un ordinateur, puisque comme tu viens de le dire, quand on imagine un artiste, c'est vrai qu'on va s'imaginer un peintre, un sculpteur, ce genre de choses, et l'informatique, on voit pas forcément au départ le lien. Donc toi, tu peux nous expliquer comment t'es venu en fait cette créativité qui s'appuie sur l'ordinateur, sur la création virtuelle. Déjà, il va falloir qu'on mette les choses en contexte, parce qu'aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui passe par l'ordinateur, bien sûr. À l'époque, quand moi je commence, il n'y a pas d'intelligence artificielle en tant que telle dans le domaine de l'art. Et on utilise les ordinateurs, mais pour d'autres choses. Et moi, je commence par le coup de crayon. Je griffonne, je dessine. Et ma rencontre avec l'ordinateur se fait précisément dans les années 2010. Je suis en Angleterre et j'ai laissé tomber le dessin, j'ai laissé tomber l'envie de rentrer dans l'art avec mes gribouillis. Je mets gribouillis aussi entre guillemets. Parce que je ne dessine pas comme un professionnel en fait. Je dessine, j'arrive à faire passer un message avec mes dessins, mais c'est pas parfait. C'est pour ça que je dis gribouillis. Et du coup, je suis en Angleterre et je travaille dans un nightclub et je suis barman. Et dans ce nightclub-là, il y avait un DJ qui lui faisait tous les flyers de toutes ces soirées. Et je tombe sur ces flyers et j'adore ce qu'il fait. Et je lui dis waouh, comment tu fais ça? Et il me parle d'une école et il me dit c'est là où j'ai fait tout ça. Et un jour, je fais ce qu'on appelle une after en Angleterre, c'est-à-dire que après notre soirée de travail, j'invite tout le monde chez moi pour prendre un coup. Et ce fameux DJ tombe sur des sketchbooks à moi que je gardais de chez moi, où je griffonnais de temps en temps, mais sans vraiment, juste pour passer le temps. Et il tombe dessus et il est super étonné. Et il me dit, tu sais quoi, tu devrais passer par l'école par laquelle je suis passé. Comme ça, et je vais dire textuellement ce qui a fait un déclic dans ma tête. Comme ça, tes dessins auront l'air finis. Et ça a fait un déclic dans ma tête parce que moi, ma frustration, c'était que mes dessins n'aient pas l'air finis. Je rêvais de faire des affiches, mais c'était jamais assez ok avec mon coup de crayon. Donc, quand il me dit cette phrase-là, en fait, j'ai le déclic et je vais m'inscrire dans cette école-là. C'était une école d'infographiste, de graphic design, où justement j'apprends à utiliser les différents programmes. À l'époque, c'était pas InDesign, c'était Quark Express, Illustrator et Photoshop. Et du coup, je tombe amoureux de Photoshop parce que Illustrator pour moi c'était trop propre, c'était trop précis, c'était trop carré. Et Photoshop, bien que ce soit pas un programme qui soit fait pour le dessin, m'intéresse parce que j'aime bien tout ce côté déchirure, découpage, hachure sur le dessin avec la lame. Je tombe en amour en utilisant Photoshop parce que je peux émanier la photo, émanier le coup de crayon qui faisait ma personnalité. Ok, super intéressant. Je te remercie d'avoir partagé en fait ce premier déclic avec nous et le fait que, j'aime bien comment tu parles de gribouillis. Je pense que c'est toujours difficile pour un artiste, enfin en tout cas que parfois en tant qu'artiste on a une façon de voir son travail. Parfois c'est toujours l'artiste qui est le plus dur avec lui-même que quelqu'un qui regarde ses dessins. Donc toi tu décides de retourner à l'école à cette époque-là pour pouvoir apprendre à maîtriser de nouvelles techniques. Et
Et une fois que tu sors de cette école, que tu as ton diplôme, tu commences en fait directement à créer des œuvres en utilisant l'ordinateur. Comment ça se passe le passage à j'ai acquis une compétence qui me permet de finir mes dessins à maintenant je vais créer des œuvres que je vais publier, partager? Alors pas du tout. Quand j'acquiers cette compétence-là, je commence à m'amuser en fait pour voir jusqu'où je peux aller. C'est vrai, j'ai mon diplôme, mais j'ai pas de capacité professionnelle. Et je me dis, j'ai envie de travailler dans la publicité parce que j'ai toujours voulu travailler dans la publicité. C'était pas prévu que je sois artiste en fait. J'ai toujours été attiré par des gens comme Oliviero Toscani, l'ancien photographe de Benetton, avec ses posters, avec ses messages, avec ses couleurs. Donc je voulais faire quelque chose comme ça. Du coup, je me dirige vers des boîtes de com pour travailler dans la pub. Sauf que j'ai une mauvaise expérience parce que je me rends très vite compte que il y a des échelons, il y a des degrés. Et quand tu rentres dans une boîte de com comme ça, tu n'as pas, alors je vais peser mes mots, mais tu n'as pas l'occasion de laisser parler ta créativité tout de suite. Il faut que tu atteignes un certain degré d'expérience pour pouvoir dire que, ok, ou faire parler ta folie, je vais dire. Donc du coup, je rentre dans cette boîte de com là et je vais donner un petit exemple. Quand on vous demande de faire une ligne rouge, vous devez faire une ligne rouge. Pas bordeaux, pas tordu, une ligne rouge. Et ça m'a frustré dès le départ et du coup, j'ai arrêté. Et pendant cette période-là, mon meilleur ami, capitaine Alexandre, Marc-Alexandre Oubimbec, avec qui on a créé un collectif qui s'appelle On a slamé sur la Lune, écrit son premier roman, recueil de poèmes, et me demande d'y introduire des visuels à moi. Et du coup, c'est mon frangin, donc pas de problème. Sauf que pendant cet échange-là, je lui dis, écoute, ça tombe bien, moi je viens de faire 10 visuels, je voudrais que tu regardes et que tu me donnes ton avis. Et lui me dit, c'est cool parce que du recueil de poèmes, j'ai 10 poèmes, donc lis-les et dis-moi ce que tu en penses. Et on s'envoie les trucs. Et il me rappelle quelques minutes après pour me dire, mais c'est fou, est-ce que tu as lu les textes que je t'ai envoyés? Et je lui dis, je suis en train de les lire. Il me dit, parce que les 10 visuels que tu m'as envoyés collent exactement avec les 10 textes. Donc, on y va avec ces visuels-là. Et je lui demande, tu es sûr? Il me fait, ouais, ok, je suis sûr. Donc, je lui envoie les visuels, le recueil sort. Ça s'appelle ADN. Je crois qu'il est introuvable il est introuvable, là. ADN, c'est Afrique, Diaspora et Négritude. Et ce recueil de poèmes devient un succès. Et les gens commencent à lui demander, qui c'est qui a fait les visuels qui sont dans ton recueil de poèmes? Donc c'est comme ça que l'histoire commence. Incroyable. Et du coup, comme tu le dis, c'est vraiment ton meilleur ami. Donc j'imagine que vous avez un background commun qui fait qu'à un moment donné, à travers deux modes d'expression différents, lui à travers la poésie et toi à travers l'art graphique, vous arrivez à créer quelque part une œuvre commune, mais sans forcément vous être concerté au préalable. Je me suis trompé en fait. J'ai dit que c'était mon meilleur pote. On se considère comme des jumeaux parce que tout ce qu'il a pu vouloir dire en écrivant, moi j'ai su le dire en visuel sans qu'on ait besoin de se concerter. Et jeune déjà, adolescent, on avait découvert qu'on avait ça en nous. Et on s'était dit un jour on va faire un truc ensemble, mais c'était un rêve en fait. On savait pas exactement ce qu'on allait faire, mais on s'était dit qu'on allait faire un truc ensemble. Et j'ai toujours eu cette connexion avec Marc. On n'est pas du même père, on n'est pas de la même mère, mais on a ce truc où il peut commencer une phrase et moi je la finis, ou on peut se regarder dans les yeux, on n'a pas besoin de parler, on a déjà eu une conversation. Ok, je vois. Et du coup, en plus de ce premier ouvrage que vous avez travaillé ensemble, ce que tu évoquais, c'est que vous avez un collectif, vous avez continué vous continuez jusqu'à présent à entretenir cette forte complicité qu'il y a entre vous deux? Toujours, c'est comme on dit familièrement, c'est le sang, c'est le collectif, c'est l'union de tout ce qu'on fait avec un autre acteur qui s'appelle Albert Morisseau-Leroy, qui lui est dans la tech, qui est aussi dans la poésie, et dans nos voyages,
artistique et physique, on rencontre d'autres personnes qui ont la même folie que nous et selon les concepts, selon les projets, selon les spectacles, on les y intègre parce que pour nous, on a envie de démocratiser l'art, on a envie de montrer toutes ces facettes de l'art-là. Et du coup, le collectif, déjà, c'est un rêve de gamin, mais c'est aussi notre cœur et notre poumon, en fait. On a tous les trois nos carrières personnelles, mais on se retrouve tout le temps. Et dans les projets dont on va parler tout à l'heure, je t'expliquerai aussi comment on se rencontre. Ok, très bien. Donc on laisse ça pour comment dire, quand on ira plus loin dans la discussion. Donc en tout cas, c'est à travers cette complicité avec Marc que tu en fait mets un premier pied dans le partage, l'exposition de premiers dessins. Et ensuite, quelle est la suite de cette évolution-là, puisque j'imagine que tu as eu un retour positif qui t'a mis un peu le pied à l'étrier. Tu as parlé le pied. Non, c'était plus un coup de pied parce que la suite, c'est que quand le recueil sort, les gens lui demandent qui c'est qui a fait les visus. Derrière moi, il m'appelle et il me demande est-ce que ça te dirait d'exposer? Et moi, je suis en plein flip parce que j'ai jamais fait. C'est pas. Comme toujours, je me vois pas artiste encore à ce moment-là. Et je lui dis non, je ne veux pas. Il me dit t'es sûr? Je lui fais ouais. Et ok, il raccroche. Et une semaine après, il revient vers moi, me repose la même question, et je lui dis, la réponse est toujours la même. Je ne me vois pas artiste. Je me sentais pas légitime en fait. Donc je lui dis non. Il me dit je suis dans l'embarras. Je lui dis mais pourquoi tu t'es dans l'embarras? Il me fait écoute, je t'ai mis sur une expo. Tu dois me pondre une expo dans un mois parce que je t'ai mis sur une expo qui a lieu dans un mois. Et là, je commence à réaliser, en fait. Je commence à stresser. Je réalise toujours pas que je suis artiste, mais je réalise qu'il va falloir que je ponde un truc pour le mois qui arrive. Donc, il va falloir que je ponde une expo. Et justement, je me retrouve le dos au mur. Parce qu'il faut que je le fasse, en fait. Je peux plus reculer. Et je le fais et l'expo a lieu le mois d'après à Lille, à la Maison Folie Moulin, si je me trompe pas. Alors c'était lors d'un festival où le collectif passait en deuxième partie pour un concert sur scène de poésie. Et moi je devais faire la première partie. En expo avec d'autres artistes. Et bien sûr, j'arrive le jour de l'expo, j'ai fait ce que je devais faire, mais je suis très stressé parce que c'est la première fois que je vais montrer mes œuvres en personne au grand public. Et il y a du monde. Et moi, je suis dans un coin parce que je n'y crois pas. En fait, mon corps est dans un coin, mais moi, je suis pas là. Je suis pas là parce que je ne me rends pas compte de ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et je vois du monde. Je savais pertinemment que ces gens-là, ils étaient venus pour le concert, mais ils sont d'abord passés à l'expo et il y avait un monde fou. Et l'heure du concert se rapproche et tout le monde se dirige vers la salle de concert et je suis seul avec une dame d'un certain âge et sa fille qui a 4 ans. Et je dis ça maintenant, je dis l'âge maintenant parce que c'est après que je vais découvrir qu'elle a 4 ans. Et je vois ces deux personnes qui sont dans la salle et qui font le tour, qui s'arrêtent devant chacune de mes œuvres. Pendant un moment, je les vois discuter. Et finalement, elles arrivent vers moi. Et la dame me demande si c'est moi l'artiste. Et c'est comme si elle m'avait réveillé de là où j'étais, en fait. Et je sursaute et je lui fais oui, honteux. Je lui fais oui, honteux. Et elle me fait félicitations. Et quand elle me fait félicitations, je fais un pas en arrière. En fait, je comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Et elle me dit félicitations. Elle me dit, ça, c'est ma fille. Et elle a 4 ans. Je fais enchanté et tout. Et elle me fait, vous savez que c'est elle qui était en train de m'expliquer vos œuvres. Et c'est là où je commence à comprendre, en fait. Je comprends que, au-delà d'être là en train d'exposer, quelqu'un a compris mon message. Et c'est l'humain a compris mon message parce que je me suis toujours dit, est-ce que les gens vont comprendre ce que je veux dire? Et quand elle me dit c'est sa fille qui lui explique
mes visuels, je me dis, je peux parler à toutes les générations. Et c'est là que je commence à me rendre compte. Et elle finit par me dire, j'ai 2 garçons à la maison, un de 9 ans et un de 15 ans. Je vais les ramener ici parce qu'il faut qu'ils voient ce que vous faites. Et voilà comment ça commence, en vrai, ma carrière d'artiste. Super belle histoire. Est-ce que du coup tu peux nous partager le thème de cette première exposition que tu as dû faire en urgence en un mois avec le stress de finalement effectivement tu as été mis sur le fait accompli par ton ami. Donc c'est quoi le thème que tu as choisi pour cette première exposition? Alors, j'ai eu de la chance, c'était carte blanche. Du coup, moi, je me suis inspiré de ce qui m'inspire encore aujourd'hui. Les gens, la société, la communication, l'échange entre les gens, entre les peuples, les outils du pop art, quoi, en fait. Comprendre les autres, parler de ce que j'ai à l'intérieur, de comment je vois le monde. C'était plus ça qu'autre chose, en fait. Et donc après cette première exposition où du coup tu passes un cap, j'imagine, tu passes un peu de l'autre côté. Quelle est la suite de ton parcours en fait, puisque ça marque le début d'un changement pour toi en fait, cette première expo. Absolument. Et la suite, c'est que je commence à me dire que je peux finalement faire quelque chose avec ce que j'ai entre les mains. Et je commence à regarder ce qui se passe, je commence à aller à des expos, je commence à me référer à certains artistes modernes qui m'interpellent et je tombe sur la page d'un artiste des Caraïbes qui s'appelle Dayton et je vois ce qu'il fait et j'adore. Et du coup, je décide, je prends mon courage à deux mains, je décide de le contacter sur Facebook. À l'époque, c'était Facebook et de lui demander si ce serait possible de le rencontrer. Alors moi, je fais cette démarche-là pour lui montrer ce que je fais et qu'il me donne des conseils parce que je vois que il a une expérience et je voudrais me préparer le plus possible si jamais je dois tomber dans le monde de l'art. Donc, mais dans ma tête, je sais qu'il va jamais me répondre. Et il me répond. Il me répond et il me dit écoute, je suis à Paris, ça tombe bien, j'ai des dates d'expo, si tu veux venir voir, pas de problème. Et moi j'habitais en Angleterre à l'époque, donc je venais de temps en temps, mais pas tout le temps. Et le truc c'est que à chaque fois que je venais, ou son expo était finie, ou à chaque fois que je repartais, son expo commençait le lendemain. Donc on n'a jamais réussi pendant, je crois, 2-3 mois. On n'a jamais réussi à se caler. Et un jour, j'arrive à Paris et je vois qu'il a une expo le soir même. Et j'y vais. C'était à Châtelet. Je me rappelle plus exactement où à Châtelet, mais c'était à Châtelet. Donc j'y vais et j'arrive à l'expo et il est là. Et je le vois de loin et il me fait un signe. Alors, je crois qu'il m'avait reconnu. Et il finit de parler et je vais le voir. Et en fait, on parle toute la soirée. Il y avait des gens qui attendaient, on parle toute la soirée. Mais c'était complètement dingue. Et vers la fin, je lui dis, bah écoute, ce serait possible de t'envoyer des visuels à moi pour que tu me dises, en fait, que tu me donnes un conseil, que tu me donnes les do et don'ts, voilà, ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Et il me dit, y a pas de problème. Donc le soir, je rentre et je lui envoie des visuels. Et le lendemain matin, il me rappelle et il me dit, c'est quand la prochaine fois que tu reviens à Paris? Faut qu'on se pose. Je fais, ok, d'accord, je m'organise et je te dis ça. Et quand je rentre en Angleterre, j'ai une date pour venir en France. Je lui envoie la date. Il me dit, y a pas de problème. Dès que tu arrives, on se voit. Et pareil, on se donne rendez-vous à Châtelet. Et autour d'un verre, il me dit, est-ce que ça te dirait d'exposer avec moi? Et là, je tombe de ma chaise, en fait. Je perds la voix parce que je me dis, il est en train de se foutre de ma gueule, en fait. C'est pas sérieux ce qu'il est en train de faire. Je suis personne et il veut exposer avec moi. Et du coup, j'arrive quand même à reprendre mes esprits. Je lui dis, oui, j'adorerais.
Pendant un an, on travaille sur cette expo-là. Et le jour où je dois venir en France pour déposer les œuvres, je reçois un coup de fil du Sénégal d'une curatrice qui parce que j'ai commencé à poster des trucs sur Facebook et sur Instagram, qui me demande si j'aimerais exposer au off de la Biennale de Dakar 2012. Et je fais bah ouais, j'adorerais. Elle me dit bah je reviendrai vers toi pour te dire les dates. Moi pendant ce temps-là, je dois rencontrer Dayton et on se voit, il me dit ouais bah écoute l'expo et je me rappelle clairement, l'expo est programmée pour le 12 avril 2012. Et j'étais venu déposer les œuvres en fin mars, c'est ça. Et on se donne rendez-vous et il me ramène pour la première fois dans la galerie dans laquelle chez qui il est signé. Et c'était une galerie qui était dans le 6e, en face des Beaux-Arts. Et pour la petite histoire, moi, quand je pars de la France, je pars parce que je suis déçu. Je voulais rentrer dans les Beaux-Arts, j'avais pas l'argent, j'étais pas coopté, je pouvais pas passer par là. Donc mon rêve d'être artiste, c'était fini, quoi. Et la galerie dans laquelle je vais sûrement exposer est en face des Beaux-Arts. Donc pour la petite histoire, la petite parenthèse, voilà. J'arrive dans la galerie elle est dingue. Et j'arrive avec mes œuvres, il est là, et il y a un autre monsieur qui est là. Et c'est un monsieur blanc. Il faut que je le dise en fait. C'est un monsieur blanc. Et je lui dis bonjour, il me dit bonjour, mais il est à l'écart. Il me regarde de loin. Et je parle avec Dayton, et je lui dis bon bah voilà les œuvres et tout. Et le monsieur que je ne connais pas commence à sortir les œuvres, il les regarde, il les place dans la galerie sur le sol, il fait un pas en arrière, il regarde, et il me regarde. Moi, je le regarde, mais il me dit rien, donc je lui adresse pas la parole, rien, voilà. Dayton me dit bon bah ok, c'est bon, bah écoute, rendez-vous le 12 avril, et je fais ouais ok, pas de problème. Moi, je suis tout content, je suis tout fou. Je rentre et je reçois un autre message de la curatrice qui me dit qu'il faut que je sois à Dakar le 12 avril. Donc moi, je suis détruit. Je suis détruit parce qu'il faut que je choisisse si je vais à Dakar ou pas, ou si j'annule l'expo, ma première expo en tant que artiste dans une galerie. Il faut que je choisisse parmi les deux. Donc je réfléchis pas, enfin si, je réfléchis et je décide d'aller à Dakar. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'appelle Dayton pour lui dire que je pourrais pas faire l'expo à Paris. Et je prends mon courage à deux mains, je l'appelle et je lui dis Dayton, j'ai une mauvaise nouvelle et tout. Il me dit qu'est-ce qui se passe? Je lui fais écoute, il y a la Biennale de Dakar qui j'ai une occasion d'aller exposer à la Biennale de Dakar, qui est la plus grosse biennale d'Afrique. Voilà quoi, c'est un truc qui n'arrive pas deux fois dans sa vie. Et pour la petite histoire, après, si, c'est arrivé deux fois parce que 4 ans plus tard, j'ai fait le IN de la Biennale de Dakar. Mais bon, ça, je le savais pas à cette période-là. Et il me dit, t'inquiète, tu reviens quand? Et je lui dis, je dois y faire une semaine. Il me fait, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je vais faire l'expo, je vais faire le premier vernissage, et quand tu reviens, on fait le deuxième vernissage avec toi. Et là, je me dis, mais c'est pas possible ce qui est en train de m'arriver. Et du coup, je vais à Dakar, ça se passe extrêmement bien. Je reviens à Paris, on fait le vernissage, et pareil, mon introduction à Paris se passe extrêmement bien. En fait, j'étais sur un nuage, quoi. Et voilà comment ma carrière prend vraiment son envol. Super parcours, super histoire. J'aime beaucoup le temps que tu prends à nous raconter, voilà, toutes les anecdotes avec des espèces de flashbacks. On dirait qu'on est un peu dans un épisode de série où tu nous racontes le off de la Biennale de Dakar et ensuite le in quelques années plus tard. Ce que tu évoques à un moment donné, c'est il y a un enchaînement heureux en fait d'opportunités et ça a l'air de devenir comme ça très naturellement à partir du moment où tu as cette première exposition de départ. Et tu as évoqué brièvement le fait que
tu avais commencé à publier sur Facebook et sur Instagram. Donc, a priori, en fait, ces personnes qui te font confiance, qui ont envie de t'exposer, elles ont eu l'opportunité de découvrir ton travail sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça, parce que je me disais, bah, vu que j'ai commencé à Lille et ça a été bien reçu, autant essayer de raconter une histoire sur Instagram. Et je pense que j'avais déjà cette vision de me dire que Instagram, quoi qu'il arrive, serait mon petit musée virtuel où je mettrais des trucs, où je mettrais mes. Alors à l'époque, j'avais beaucoup d'énergie à poster des visuels. Je pouvais me lever le matin, j'avais une idée, ou je regardais les infos, j'avais une idée, je postais, et c'était même pas pour que ce soit exposé ou quoi que ce soit, c'était parce que j'avais envie de continuer cette conversation que j'ai eue avec cette dame et cette petite fille-là, avec le reste du monde, pour voir si les gens comprenaient ce que je voulais dire, ou voulaient échanger, ou étaient dans la même le même mindset que moi. Donc j'ai commencé à poster des trucs et alors je vais le dire parce que je pense que c'est ça. Tout ce qui a découlé de ma carrière est toujours passé par Instagram ou les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens m'ont contacté sur Instagram. Peut-être un peu plus tard, c'était par mon nom, par où je suis passé, mais la majeure partie de ma carrière, les opportunités me sont arrivées par Instagram. Je trouve que c'est intéressant que tu soulignes ce point et que tu expliques comment, toi, dès le départ, tu as cherché à créer un dialogue avec, avec, c'était pas, je pense que tu n'envisageais pas ça comme une communauté, mais en tout cas, tu cherchais à parler à un maximum de personnes et du coup, Instagram, ça a été un moyen pour toi de le faire. Et t'avais pas cette crainte de mais si je publie mon art comme ça sur Instagram, peut-être que je vais être copiée, ou est-ce qu'après j'aurai des opportunités d'exposer si finalement je mets tout en ligne? Quand tu as eu cette idée de publier sur Instagram, tu es allé vraiment de manière très volontaire et directe, sans avoir d'appréhension, de crainte de l'impact que ça pouvait avoir sur sur le développement, en fait, de, j'ai envie de dire, ta carrière d'artiste. Alors déjà, on va aussi recalibrer quelque chose. Quand j'arrive à ce niveau-là, j'ai pas eu le temps de respirer, je ne sais pas ce qui se passe. Juste que j'ai cette passion-là, et cette passion-là, en fait, ne m'interdit pas de montrer ce que je fais. Je n'y pense même pas, en fait. Je veux juste montrer, je veux juste partager, je veux juste qu'on me dise, ouais, ça me rappelle ça, ouais, ça me rappelle ça, j'aime ou j'aime pas. Je ne me prends même pas la tête à me dire, on peut voler ce que je fais, parce que ce que je fais, en fait, finalement, c'est pour moi, et ça a pas d'impact. Je veux dire, je suis pas Van Gogh, ou je suis pas Léonard de Vinci. Pourquoi on viendrait me voler moi, alors que il y a plus grand sur terre? Donc, je me prends même pas la tête. Mais ça va arriver après. Parce que justement, après cette expo de 2012 avec Dayton, on me propose de faire une expo en 2013 solo, où je crée un visuel, je pense que tu l'as déjà vu, où je fabrique un slogan à partir du slogan de Barack Obama, le Yes We Can. J'utilise Kanye et je mets Yes We Kanye. Et ce slogan-là, il m'a été, parce que je pense qu'il y a des gens de l'entourage de Kanye qui ont vu le visuel et qui l'ont reposté, et c'est justement par rapport à ça que ma carrière reprend un autre essor. Et le slogan, il est récupéré aux États-Unis quand Kanye décide de se présenter, je crois que c'était lors des MTV Awards en 2020 ou en 2022, je me rappelle plus, où il décide de se présenter, et le slogan, il est repris aux États-Unis, et je m'en rends pas compte. C'est quelqu'un qui m'envoie un message, il me dit, hey, ton slogan, il est partout aux États-Unis. Je fais, comment ça? Et si on tape aujourd'hui sur Internet le Yes We Kanye, vous allez voir qu'il y a eu des t-shirts à l'effigie de Kanye qui ont été faits avec mon slogan le Yes We Kanye. Donc et puis moi après derrière, si tu montres ce que tu fais, on voit ce que tu fais. Si tu montres rien, on sait pas qui tu es, tu n'existes pas dans le monde de l'art. Et c'est quelque chose qu'on m'a répété un peu plus tard, c'est tu dis que tu fais, mais si on ne voit pas, tu n'existes pas en fait. Donc du coup non, et puis quand je donne des exemples ou des conseils à des jeunes artistes qui viennent me voir pour me demander
qu'est-ce qu'ils devraient faire? Je leur dis, de toutes les façons, montrez ce que vous faites, parce que si on doit vous voler, de toutes les façons, que vous me montriez ou pas, on va vous voler. Donc, je suis en paix avec ça. Et je leur dis, après, la personne qui va vous voler, elle ne volera que ça. Elle ne peut pas voler votre idée, elle peut pas voler votre concept. Et même ce truc que cette personne a volé, vous pouvez tellement le défragmenter et le changer. Et c'est ça qui fait votre force, en fait. La personne qui va voler ne le comprendra pas. Elle va juste voler une enveloppe et ne pourra rien faire avec cette enveloppe, à part refaire la même chose. Alors que vous qui avez créé cette enveloppe-là, vous pouvez lui donner une autre couleur, une autre forme, une autre dimension, un autre angle. Et c'est ça, en fait. On peut voler ce que vous faites, mais on peut pas voler le mécanisme de ce que vous avez fait. Très bien, merci. C'est super important de partager ça parce qu'effectivement, dans la mode ou dans l'art, dans les industries créatives, il y a toujours cette crainte de la copie. Mais comme tu le dis si bien, on peut copier, mais on te prend pas l'essence en fait. On te prend pas l'âme de ce que tu fais. Et c'est ça le plus important pour pouvoir reproduire et recréer d'autres, et continuer en fait à créer et à affirmer voilà son identité unique qui elle ne peut pas être copiée a priori. Donc là, ce que tu évoques, c'est que vraiment, au fur et à mesure de propositions, d'expositions, tu deviens vraiment un artiste pop art digital reconnu. Quel est pour toi ton plus grand accomplissement et à partir de quel moment est-ce que tu n'es plus finalement par rapport à la première expo où tu étais dans un coin et tu n'étais pas du tout à l'aise avec le statut d'artiste. À partir de quel moment où tu te sens vraiment artiste en fait et t'es complètement à l'aise avec ce titre? Alors je vais. Il y a beaucoup de moments, mais je vais en prendre 3. Le premier moment, c'est quand je fais cette expo en 2012 avec Dayton, parce que c'est la première fois que j'expose dans une galerie en France. Le deuxième moment, c'est la première fois que j'expose en Afrique pendant cette biennale de Dakar. Et le troisième moment, c'est un peu plus tard, c'est quand je reçois un coup de fil de CNN qui me disent qu'ils veulent faire un papier sur moi. Et que je reçois le papier, que ça devient tellement fou que j'éteins mon téléphone pendant 2 jours parce que mon téléphone est en train de péter, il n'arrête pas de sonner. Et je reçois des messages de partout et je perds pied, en fait. Donc, il a fallu que j'éteigne mon téléphone pendant 2 jours, que je me recentre. Je sortais même plus, que je me recentre pour me dire, bon, écoute, c'est un step, calme-toi, t'as encore beaucoup de choses à faire. Ok, super. Et du coup, toi, à partir du moment, donc tu dis qu'il y a plusieurs moments qui t'ont permis, de vraiment te sentir devenir artiste. Là, ce que je comprends dans ce que tu nous as décrit jusqu'ici, c'est, on t'appelle, on te propose d'exposer. C'est des opportunités qui viennent à toi. Est-ce qu'il y a un moment, toi, il y a, un endroit dans lequel t'aimerais exposer, un événement auquel t'aimerais participer, que tu te notes, que tu te fixes comme objectif et que tu arrives à atteindre? Alors, c'est marrant parce que ces 2 dernières années, je suis arrivé à un moment de ma carrière où j'avais envie d'écouter mes folies. J'avais envie d'arrêter de faire ce que les gens attendaient de moi. Et c'est fou parce que pendant ce bout de ma carrière-là, les gens me disaient reste dans ta ligne, fais ce que tu sais faire, ne va pas machiner, ne va pas faire ça parce que si tu vas, je sais pas, dans la musique, les gens comprendront pas. Si tu vas dans l'animation, les gens comprendront pas. Et ces 2 dernières années, j'ai eu un petit break où je me suis dit, si, en fait, c'est mes folies qui me font vivre, donc je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et j'ai commencé, par exemple, j'ai fait une expo à Dakar avec l'hôtel Onomo où, je vais vous raconter une petite anecdote aussi, vite fait, où on m'invite pour exposer, je suis dans un hôtel et j'ai toujours voulu faire du linge de maison. Et j'arrive dans l'hôtel et je leur dis, j'ai besoin d'une chambre. Et ils me disent, oui, vous n'allez pas dormir dehors, vous avez une chambre. Je fais, non, j'ai besoin d'une chambre. Et ils me disent, monsieur Bami, on comprend pas ce que vous voulez, soyez plus clair. Je dis, désolé, je suis dans ma tête, j'ai besoin d'une chambre, j'ai besoin de redesigner une de vos chambres. Et les gars me disent, ouais, dites-nous-en un peu plus.
Et je leur explique, ils font OK. Et donc ils mettent une chambre à ma disposition. Et j'ai toujours voulu, je sais pas si on en avait parlé toi et moi la première fois, j'ai toujours voulu avoir des chambres d'hôtel que je redesign, c'est-à-dire les draps, les oreillers, les rideaux, le mur, voilà. Et j'ai eu cette chance de le faire à Dakar. Il y a eu ça. J'ai exposé à Lagos, où j'étais en collaboration avec un concept store, où j'ai customisé des meubles de maison, des tables, des bancs, des chaises, des repose-pieds, des jeux, des statues traditionnelles. Tu vois, et là dernièrement, l'année dernière, j'ai fait toute la charte graphique du festival Rio Loco, l'un des festivals les plus populaires de France, à Toulouse, où non seulement j'ai fait la charte graphique du festival, mais j'ai fait le visuel officiel qui était placardé dans tout Toulouse, dans les billboards, dans les, vous voyez les petites pylônes de presse là où on met souvent des affiches, c'était partout dans Toulouse. Toulouse m'a donné les clés de la ville de façon artistique. Et là, je pense que c'est l'un des trucs qui me faisait le plus peur, mais que finalement, non, mais je pense qu'on va garder ça pour tout à l'heure quand on va parler de Next Step. Très bien. Ben, en tout cas, c'est intéressant que tu expliques comme ça que, en fait, tu as eu toute une période pendant laquelle presque il y avait une forme de frustration créative et qu'à partir du moment où tu as fait sauter le verrou, tu es allé explorer différents territoires sur lesquels finalement, pour moi, par essence, un artiste créatif, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière à ce que tu peux explorer. Et c'est comme si pendant une période, presque t'avais pas le passeport pour passer, t'avais pas le visa pour passer dans d'autres sphères. Et là, dès que tu les as explorées, t'as pu avoir des opportunités nouvelles. Et je pense que c'est un regain d'énergie pour toi. Donc c'est assez intéressant. Moi, je prendrais bien en fait toutes les références de ce que tu viens de nous décrire et avec l'article qui sera publié en parallèle de l'épisode de podcast, je mettrai les liens et je partagerai des photos pour qu'on puisse visualiser ce que ça peut être cette chambre d'hôtel redesignée par Fred et Bami, les éléments par rapport à ce que tu as pu faire pour le festival de Toulouse. Voilà, toutes ces infos-là, ceux qui ont envie de les avoir, vous les aurez en note de l'épisode et également au niveau de l'article. Maintenant, ce que j'ai envie de te poser comme question, alors sans rentrer dans des détails précis, mais c'est vrai que l'art, parfois, il y a le fait de est-ce que je suis légitime pour partager mon art et il y a est-ce que je vais gagner de l'argent, est-ce que c'est quelque chose avec lequel je peux vivre en fait, parce qu'on a vraiment ce sentiment de il y a un certain nombre de personnes qui sont identifiées, reconnues et qui ont des œuvres qui se vendent à des chiffres astronomiques, et puis après on a l'impression que c'est pas vraiment un milieu dans lequel on peut se dire c'est un métier avec lequel on peut faire sa vie, payer son loyer, ce genre de choses. C'est pas forcément pour tout le monde en fait de pouvoir en vivre. Donc qu'est-ce que tu peux nous partager par rapport à ça en termes un peu de business model, comment ça fonctionne en fait? Alors, je pense que c'est comme dans beaucoup de choses. On met les pieds dans un monde très codifié. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de gens qui me disaient ne fais pas ci, ne fais pas ça, parce qu'il y a certains codes qui font à ce que si tu fais ce qu'il faut pas faire, et je mets encore des guillemets, tu peux perdre ton visiteur, ta clientèle, qui ne comprendrait pas. Parce que comme tu l'as dit, c'est pas comme travailler dans une entreprise où tu travailles de 9h à 19h et tu as ton salaire à la fin. Il faut travailler. Et je dis pas que dans les entreprises on travaille pas, mais il faut travailler encore plus parce que les gens voient le travail que tu fais et ça monte ta cote aussi. Il faut être chanceux. Parce qu'il faut être au bon endroit avec les bonnes personnes. Il faut être visionnaire
parce qu'il faut toujours avoir un coup d'avance. Il faut être préparé parce que des fois c'est dur. Le salaire de ce mois ne sera sûrement pas comme le salaire du mois prochain. Et ça veut pas dire dans le négatif, mais faut s'attendre à ce que ce soit pas pareil. Faut se sacrifier parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire dans ça aussi. Mais je dirais il faut croire en soi. Faut croire en soi, faut bosser. Et je dirais, j'ajouterais, essayer de rester soi-même le plus possible. Merci pour ces sages conseils qui pour moi ça vaut dans l'univers de l'art mais pas que en fait c'est vraiment voilà conseil pour un entrepreneur qui se lance, conseil en fait presque conseil de vie. Donc toi aujourd'hui depuis que tu as eu ce déclic où finalement tu es plus affirmé, je dirais dans tes expressions créatives et tu es un peu sorti de ce pourquoi tu as été connu pendant très longtemps, pas pour le quitter mais en tout cas pour aller explorer d'autres pistes. C'est quoi les en fait les nouvelles orientations que tu es en train de prendre, un peu les next steps auxquels tu réfléchis aujourd'hui? Alors, on est en train de rentrer dans le vif du sujet. La fin de l'année dernière, j'ai fait une collaboration avec une marque qui s'appelle Tarani, Julia et Kashi, qui sont du Luxembourg, qui ont une marque de carré de soie sur laquelle je suis tombé et que j'ai adoré. Et le carré de soie, c'est quelque chose qui était avec moi depuis gamin. J'ai toujours été dans les jupes de ma mère et c'est mon modèle de style en fait. Et du coup, elle avait ces carrés de soie qu'elle mettait quand elle se préparait et je trouvais ça super beau. Et en grandissant, j'avais toujours eu cette envie, cette frustration maladive de créer un truc, un foulard ou un carré de soie. Mais c'était des rêves, hein, c'était des trucs que dans ma tête je ne pourrais jamais faire parce que j'avais pas les outils pour. Et j'ai toujours envie de faire des carrés de soie. Et l'année dernière, je tombe sur ces deux femmes fortes qui ont cette marque-là et je vois leur carré de soie et j'adore. Et elles font une collab avec un concept store avec qui je travaille beaucoup, qui s'appelle Little Africa de Jacqueline Gampi, qui se trouve à la Goutte d'Or. Allez faire un tour si vous avez le temps, vous allez trouver des petites pépites. Donc je vois qu'elles font cette collab avec Little Africa. Et je me dis bon, je vais essayer de me lancer, je vais prendre mon courage à deux mains, et je vais leur envoyer un message. Et je leur envoie un message et en leur disant déjà j'adore ce que vous faites parce que moi je suis le genre de personne, si je vois quelque chose que j'aime bien, je vais le dire à la personne, même si la personne ne me répond pas, je vais le dire parce que j'aime, voilà. Et je leur envoie un message et je leur dis si un jour vous avez la folie de vouloir collaborer avec moi, si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas. Et quand j'envoie ce message-là sur Instagram encore, je suis sûr qu'elles vont pas me répondre. Je suis complètement sûr qu'elles vont pas s'attarder à ça, quoi. Et quelques minutes après, je reçois une réponse. Et le message texto, c'est « Vous êtes sérieux ?» Donc moi, vous êtes sérieux, je me dis « Oh, peut-être que j'ai offensé, quoi, tu vois. » Et elle me renvoie un autre message après en me disant j'y crois pas, ça fait longtemps qu'on aime ce que vous faites. Et on n'en revient pas. Et du coup, je leur envoie un message en leur disant si c'est très sérieux, j'adore ce que vous faites et ça m'honore que vous me répondiez, tu vois. Et du coup, on se donne rendez-vous. Alors pour la petite histoire, là, la collaboration, il n'a fallu que ces textes-là et une seule visio pour que ce projet naisse. Du coup, on s'est donné rendez-vous en visio. On a parlé pendant 1 heure. Le process, c'était quoi? C'était que j'envoie les visuels. On a envoyé des visuels. J'ai envoyé des visuels. Pour la petite histoire, on a sorti 4 carrés de soie, mais en vrai, il y en a 6. Donc les 2 autres sont dans le vault. On ne sait pas si on va les sortir, mais bon, voilà, quoi. Et sur les 6, elles m'ont demandé d'en choisir 4. Je leur ai fait non, je peux pas choisir 4. Moi, c'est dur pour moi. Et elles me disent mais c'est dur pour nous aussi. Donc finalement, on en a choisi 4. On était en mars ou en mai. En
octobre, elles m'ont montré les spécimens. Et en fin novembre, début décembre, on a fait notre premier pop-up store dans le Marais pour lancer officiellement la collab et on a eu un monde fou. On a des gens célèbres qui les portent, qui font des photos avec, les gens qui les perdent et qui les retrouvent. J'ai eu la chance d'avoir l'ancienne ministre de la Culture qui a déplié mon carré de soie dans son bureau en prenant une photo avec moi. Donc voilà, c'est ce genre de folie là, quoi. Il y a ça, et puis je parlais tout à l'heure d'un truc qui me faisait peur depuis le début, c'était du mapping. J'ai mis mon pied à l'étrier de l'animation et du mapping, et avec ma binôme qui s'appelle Bianca Turner, une artiste de mapping brésilienne et pas que, mais c'est comme ça que moi je l'ai rencontrée, et avec elle on est entré dans mon premier festival de mapping à Bahia, le festival de mapping de Bahia, où on a eu le deuxième titre des juges. Et aujourd'hui, on est sélectionné pour participer au festival de mapping de Lille qui aura lieu début avril. Waouh, félicitations, décidément. Toi, quand on entreprend un nouveau step, quand tu, montes une nouvelle marche, c'est toujours grandiose. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le mapping pour ceux qui connaîtraient pas forcément, qui n'auraient pas la référence? Alors le mapping, c'est l'art de projeter des images, des visuels statiques ou pas sur des architectures, monuments ou juste des bâtiments. C'est l'art de projeter des visuels sur des façades. Après ça dépend vraiment des façades. Par exemple, à Bahia, on a projeté sur l'une des cathédrales, les plus importantes de l'histoire de l'esclavage en Amérique du Sud, qui s'appelle Seigneur de Bofin. Et c'est quelque chose de très, c'est un monument avec, voilà, comme des anciennes cathédrales. Et pour celui de Lille, on va projeter sur le Palais des Beaux-Arts. Si vous avez déjà vu le Palais des Beaux-Arts de Lille, c'est vraiment des bâtiments qui sont vieux avec toute la complexité, voilà. Donc ça dépend. Et par exemple en ce moment au Japon, il y a une marque qui a décidé tous les soirs d'illuminer ils ont un grand bâtiment avec du mapping. C'est des images, c'est des animations, c'est des couleurs, c'est des formes, c'est de la musique. Donc c'est vraiment pour moi le mapping, c'est sortir la projection dans la rue, en fait, sur des bâtiments qui sont souvent des monuments. Je pense que si vous avez tous regardé le compte à rebours de la fin d'année sur les Champs-Élysées, ce qui était projeté sur les Arcs de Triomphe, c'était du mapping. Ok, merci pour ces explications, et du coup toujours pareil, je mettrai un lien en fait en note de l'épisode pour qu'on puisse vraiment visualiser à quoi ça peut correspondre. Maintenant, j'ai envie d'explorer avec toi une partie, un thème dont je sais que c'est assez important pour toi, c'est ces notions de là quand tu nous racontes en fait comment tu as pu évoluer, on voit que tu as pu exposer à Dakar, à Lagos, en France, dans différents endroits du monde. Donc il y a vraiment quelque chose de très international dans ta carrière, mais avec vraiment un lien avec l'Afrique qui est très fort. Et même dans tes œuvres, en fait, tu mets souvent en avant des personnalités africaines qui ont compté dans l'histoire du continent. Donc j'aimerais évoquer avec toi ces notions de l'art africain aujourd'hui. Pour toi, qu'est-ce que c'est, et la représentation de l'art africain, quels sont un peu les enjeux, les défis à relever par rapport à ces questions-là? L'art africain, c'est l'ADN, c'est le début, c'est la continuité. C'est quelque chose qui s'allie à l'histoire du monde. On a découvert des choses par rapport aux différents artistes contemporains et anciens dont on nous parle, qu'on étudie à l'école, qui beaucoup s'étaient inspirés de l'art africain.
Donc, et nous-mêmes, on n'en a pas pris l'ampleur jusqu'à, j'ai envie de parler en anglais, until now, jusqu'à maintenant en fait. Et il y a de gros enjeux parce que qu'est-ce que l'art nous dit? L'art nous dit de raconter les histoires, nos histoires. Et je pense que déjà nos histoires africaines, on n'a pas encore dépoussiéré, on n'a même pas encore commencé à raconter nos histoires. Moi aujourd'hui, dans ce que je fais, je raconte un peu l'histoire d'avant et beaucoup l'histoire de mon présent et de mon passé à moi, c'est-à-dire mon passé à moi en tant que Fred Ebami, c'est-à-dire là où je suis, l'époque à laquelle je suis né jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a d'autres histoires avant moi qui ne sont même pas encore racontées. Et peut-être que je fais ça parce que je voudrais attirer l'attention de la nouvelle génération pour leur montrer que oui, ça c'est vos héros d'aujourd'hui, mais avant, aujourd'hui, il y avait hier. Il y avait hier avant moi, il y avait hier avant moi, et peut-être que avec cette envie que je vous donne de ces héros que je raconte aujourd'hui, peut-être que vous allez aller chercher et découvrir d'autres histoires, parce que je considère que notre génération, surtout la mienne, c'est le chaînon entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et nous avons eu la chance d'entendre ces anciennes histoires-là, mais on ne peut pas toutes les raconter parce que on n'a pas assez de cerveau, on n'a pas assez de mains pour. Et on a besoin de cette jeune génération pour venir se réapproprier cette histoire-là et finalement la raconter, la mettre au même niveau que toutes les autres histoires, que tous les autres continents, parce que on est toujours en marge, en arrière de tout ce qui a déjà été fait. On nous prend comme un phénomène de mode. On n'est pas un phénomène de mode. On fait partie des gens qui ont commencé. On fait partie des gens qui ont inspiré. Il est temps qu'aujourd'hui on prenne notre place, en fait. Ok, merci pour ce plaidoyer. Et moi, j'ai pu noter qu'il y avait vraiment un intérêt fort pour l'art contemporain africain, mais comme valeur sûre. Et il va y avoir des collectionneurs, des galeries d'art qui vont vouloir mettre en avant des artistes contemporains africains. Il y a un véritable engouement. Toi, tu vois ça comment, le fait que finalement les institutions, de l'art de manière générale, qui commencent à s'intéresser de plus en plus à des créateurs qui viennent du continent, qui sont originaires du continent, qu'il s'agisse de la diaspora ou de personnes qui vivent sur le continent. Tu vois ça comment, cet intérêt grandissant vers l'art contemporain africain? C'est très important, c'est très encourageant parce que ça montre qu'on peut être là aussi, là où on nous attend pas, là où avant on ne pouvait pas être, mais faire attention parce que il ne faut pas non plus que ces institutions-là bloquent ou sélectionnent entre guillemets sélectionnent certains artistes et ferme la porte à d'autres artistes. Et c'est pour ça que je dis que Instagram, c'est génial, parce que si vous n'êtes pas sélectionné, entre guillemets, vous pouvez toujours montrer ce que vous faites. Vous ne savez pas qui c'est qui regarde les réseaux sociaux. Vous n'avez aucune idée. Moi, je vous dis franchement, la plupart des trucs que j'ai eu, c'est parce que les gens sont venus jeter un coup d'œil sur mon Instagram. J'ai fait des collabs avec le Coq Sportif à Covent Garden en Angleterre. J'ai fait des collabs j'ai fait une expo solo dans le Nike des Champs-Élysées, c'était le flagship de l'Europe, parce qu'ils ont vu des trucs que je faisais. Je me suis fait contacter par Serge Ibaka sur Instagram pour travailler sur son dernier album Art, et là où j'ai travaillé aussi sur le single avec Nino. Non, il y a plein de choses à faire, mais c'est vrai que ces institutions-là aussi, on peut travailler avec elles parce que ça donne une ouverture sur des endroits où peut-être on n'aurait pas pu entrer, sur des endroits, sur une ouverture, un network de gens qui d'habitude sont inatteignables. Donc je dis oui, c'est bien, mais il y a un enjeu aussi de ne pas se faire comme on faisait avant, c'est-à-dire que quand tu rentres, tu fermes la porte derrière toi, tu vois. Et on a des plateformes qui nous aident justement à si ce chemin-là ne marche pas, j'ai ce chemin-là. Moi, Instagram, pour moi, c'est une machine de guerre. C'est Instagram qui m'a fait. Instagram m'a donné toute cette lumière. Mais en même temps, j'ai eu la chance d'avoir des institutions là aussi, et ces institutions là aussi sont toujours là. Par exemple, à la fin de ce mois,
je suis invité par l'Institut français au Burundi pour aller donner des masterclass sur mon travail. Je vais à Montréal fin mai pour donner des conférences et accompagner des artistes. Et c'est l'ambassade de France qui m'invite avec une association afro nomade. Donc oui, jouer avec les deux, jouer avec les institutions et jouer aussi avec son pouvoir personnel, son network personnel, la plateforme qui peut ouvrir ça. Il y a beaucoup de gens qui utilisent Facebook et Instagram n'importe comment. Peut-être que c'est l'occasion de montrer et de montrer que ces plateformes-là peuvent être intéressantes pour le développement d'un artiste. Super intéressant que tu partages ça. Comment l'idée, c'est que parce que parfois on peut vraiment avoir ce rêve d'être reconnu par une institution et ne pas forcément travailler finalement son marketing personnel et chercher à avoir des contacts en direct. Alors là, ce que tu évoques bien, c'est qu'il faut vraiment faire les deux de manière à avoir un certain équilibre et ne pas être 100% dépendant de la reconnaissance des institutions, parce que comme tu le dis, toi, avec ton compte Instagram, c'est à travers, a priori, des DM sur Instagram, des commentaires, qu'il y a des opportunités qui sont venues à toi. Donc, c'est important de le souligner. Et toi, dans ton rapport à Instagram, est-ce que du coup, tu passes beaucoup de temps à créer du contenu, à travailler sur Instagram, ou est-ce que tu as quand même une forme de détachement par rapport à la plateforme? T'en es pas, complètement addict? J'en suis pas addict en tant que tel. Je laisse plutôt parler mon humeur. Il y aura des moments où je vais poster toutes les 2 secondes parce que c'est mon humeur, pas parce que je vais faire du buzz. Et il y a des moments où je vais rester pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois sans poster parce que ça me dit rien. Et je ne vis pas par rapport à l'actualité, en fait. Je vis par rapport à mon actualité interne. Je vis par rapport à moi, ce que j'ai envie de dire. Par exemple, je peux me lever un matin, je vais voir le dernier film que j'ai vu, c'était le film de Bob Marley, et ça j'aime bien faire ça en fait. Quand je vois la première bande-annonce, je me dis purée, ça va être encore un truc hollywoodien, ils vont écharper le machin. Et je commence à lire les commentaires et je me dis bon bah j'irai jamais voir ce film-là. Et une personne m'a dit bah écoute, moi j'ai vu le film, il est pas mauvais, mais c'est un autre angle, donc essaye de mettre de l'eau dans ton vin, essaye d'aller le voir. Et du coup je décide d'aller le voir. Et j'avais commencé un visuel déjà il y a pas mal d'années sur Bob Marley parce que j'adore Bob Marley, j'adore ses messages, j'adore son histoire, j'adore parce que c'est un de mes héros déjà. Et je vais voir le film et je comprends en fait que c'est mon avis, hein. Faut pas aller voir ce film-là comme l'histoire de Bob Marley, mais comme un angle de Bob Marley. Et heureusement que je l'ai vu parce que même ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, quand je vois le film, je me retrouve dans ce qu'il disait, je me retrouve dans ses sacrifices, je me retrouve dans ses peurs, dans ses doutes, mais dans sa vision, dans sa projection. Donc voilà quoi, tout ça tourne autour de sois toi-même. Utilise pas Instagram parce que ça te ramène des vues. Moi, les vues, tout le monde le sait, les gens qui me connaissent, ça m'intéresse pas. Moi, c'est les vraies personnes qui m'intéressent, c'est les personnes avec qui je peux discuter. Tu peux avoir 1 million de vues et puis ne rien faire avec ça en fait. Et tu peux avoir 2 vues et faire d'énormes choses avec ça. Donc Instagram, c'est comme ça que je le prends. Je le prends comme une feuille de papier, mon crayon et je dessine ce qui m'anime aujourd'hui. Super, merci de nous avoir partagé cela. C'était important d'avoir un avis nuancé sur Instagram et d'expliquer comment, voilà, toi, ça reste vraiment un outil pour toi, mais c'est pas Instagram le patron, quoi. C'est fonction vraiment de toi, tes envies et des moments sur lesquels tu as envie d'être dessus, et t'es pas dans une course peut-être au buzz, au like, alors que beaucoup peuvent tomber là-dedans, et c'est pas forcément ça. C'est plus le talent qui va t'emmener les opportunités, c'est pas tellement le nombre de likes, le nombre de commentaires ou autre. Donc, est-ce que tu peux partager sur alors vision large, parce que je sais pas encore quand est-ce que sera publié l'épisode, mais sur 2024, c'est quoi ton actualité, peut-être aussi 2025, c'est quoi, où est-ce qu'on peut te voir en fait, c'est quoi les prochaines expositions, c'est quoi le programme de Fred sur les mois à venir?
Alors, on est quoi? On est en mars. Bah déjà fin mars, je serai au Burundi. Du Burundi, je viens et début avril, je serai à Lille pour justement ce festival de mapping où nous allons projeter sur le palais des Beaux-Arts de Lille. Après ça, je vais me cacher un peu. Avril, mai, début mai, normalement, je devrais faire un petit tour à Genève. Puis après, je prendrai l'avion pour le Brésil. Du Brésil, je reviens. Fin mai, je vais à Montréal. Et entre-temps, il y a d'autres choses qui devraient se passer, mais on sait, tout n'est pas encore calé. Mais voilà, c'est déjà assez. C'est déjà pas mal. L'année n'est pas finie et ton planning d'exposition, de mise en avant de tes œuvres est déjà bien rempli. Bah écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé du temps. J'étais ravie d'en savoir davantage sur ton parcours et de pouvoir le partager avec les auditrices et les auditeurs d'Africa Fashion Tour. Je pense que je vous invite en tout cas à vous abonner en fait au compte Instagram de Fred et à suivre voilà son travail, pas que en virtuel. Voilà, il parle de Lille, parfois il est sur Paris aussi, donc on peut avoir accès à ses œuvres. Donc je vous invite vraiment à chercher à voir en vrai en fait. C'est bien le virtuel, mais l'art ça parle aussi énormément quand on a l'opportunité de pousser la porte de musées ou de différents lieux qui exposent en fait les œuvres, surtout quand c'est des créateurs avec une influence africaine comme peut l'être Fred. Ah, merci beaucoup, c'était un honneur d'être là et même si j'ai pas d'expo, vous voulez voir quelques œuvres que j'ai faites, vous pouvez aller à Little Africa, à la Goutte d'Or, et puis vous avez aussi la chance d'avoir les carrés de soie sur le website de Tarani. Je pense que Ramata, tu pourras mettre les liens pour que les gens puissent voir, même si j'expose pas. Vous avez des trucs que vous pouvez regarder. Donc, et merci pour l'opportunité d'être dans ton podcast. Ça continue la belle conversation qu'on a eue il y a pas longtemps et je t'en remercie. Eh ben, écoute, je t'en prie, tout le plaisir est pour moi et bien sûr, je mettrai tous les liens pour qu'on puisse accéder à ton travail et tes différentes initiatives. Eh bien, écoutez, je vous dis à très vite en Afrique ou ailleurs. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette interview vous a plu. Pour soutenir mon initiative et donner de la portée au message des créateurs du continent, je vous propose 3 actions. Abonnez-vous sur Spotify ou Apple, partagez l'épisode à 3 de vos amis, prenez le temps d'évaluer le podcast et de mettre 5 étoiles. Merci encore et à très vite en Afrique ou ailleurs.